adapter l'offre à l'évolution de la demande. Vaste sujet, on sait que l'équitation est une activité qui a connu une bonne croissance, on y reviendra un peu plus tard jusqu'aux années 2012, qu'aujourd'hui ces leviers de croissance sont un peu à bout et il faut qu'on cherche à s'interroger sur notre capacité à renouveler l'offre et à proposer une offre en adéquation avec la demande de manière à retrouver globalement une activité pour l'ensemble de nos établissements équestres, et c'est ce qui va nous intéresser tout au long de l'après-midi. Mathieu, donc moi je suis Mathias Hébert et je représente à ce titre la Fédération française d'équitation pour ce propos. Mathieu, si tu veux compléter. Oui, alors Mathieu Penel, je suis administrateur à l'IDEL et aussi à la FNC. Je tiens à remercier d'abord tous les conseillers qui suivent les fermes de référence, les personnes ici présentes et celles qui nous accueillent et celles qui vont intervenir cet après-midi et qui sont intervenues ce matin. Je remercie aussi le fonds ICPRON qui soutient toujours les références dans un contexte financier difficile. Les références sont indispensables pour des installations viables et vivables, pour améliorer la compétitivité des exploitations et les conditions d'exercice des exploitants, pour que l'économie l'emporte sur la passion, pour professionnaliser la filière. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de parler en public. Donc la thématique retenue pour cet après-midi est équitation, adapter l'offre à l'évolution de la demande. Mais je tenais à rappeler que pour pratiquer l'équitation, il faut avoir un cheval et donc de l'élevage. Il est certes intéressant et indispensable de s'intéresser à la demande du consommateur, propriétaire ou cavalier, mais je crois qu'il est tout aussi important et prioritaire de créer le besoin. Et pour cela, il faut s'intéresser aux réalités, notamment économiques, de l'éleveur, pour mieux appréhender ses problématiques et pouvoir l'accompagner de façon personnalisée dans sa prise en compte des besoins de ses clients. Si cette étape n'est pas faite en amont, l'équitation sécurisée et le bien-être animal seront annihilés. Répondre aux besoins des éleveurs et des gérants de centres équestres et de fermes équestres, c'est leur fournir des outils permettant d'anticiper les attentes de leurs clients, de les précéder et non seulement de les suivre. Les ventes cavalescence, par exemple, organisées durant plusieurs années au Salon du Cheval, avaient pour objectif la rencontre entre les éleveurs très impliqués dans l'éducation de leurs chevaux et poneys d'élevage avec le futur propriétaire à la recherche d'un équidé bien né, bien élevé, bien éduqué et à juste prix. Quant à la charte nationale pour le bien-être équin, elle permet aux professionnels de s'inscrire dans une démarche proactive sur une problématique sociétale forte. La FFE est fortement investie dans ce projet aux côtés de la FNC et des autres membres signataires. Elle travaille en particulier à son intégration dans les labels École française d'équitation. C'est ce que nous faisons aussi avec Equidé, un outil de gestion, une application smartphone principalement, qui est disponible depuis peu sur les stores, aussi bien pour Android que pour Apple. C'est un outil de gestion sanitaire de son cheptel, qu'il soit composé de chevaux de propriétaires ou de la cavalerie des centres équestres et autres écuries. Il permet aux professionnels qui en sont équipés de simplifier leurs démarches administratives et réglementaires tout en répondant aux attentes montantes de suivi et de rigueur exprimées par les propriétaires et les cavaliers. Donc les références doivent permettre aux professionnels de la filière, éleveurs, agriculteurs, diversifiés, gérants de structures équestres, de centres d'entraînement, des cavaliers professionnels et autres, de progresser dans leurs pratiques pour anticiper les évolutions de marché et non seulement les suivre. C'est ce que nous attendons de nos conseillers chambres d'agriculture, notamment dans le cadre de la formation et ou des conseils adaptés à nos besoins. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Mathieu. On va passer à la première intervention. Donc, j'appelle Xavier Dornier de l'IFCE sur la thématique pratiquant en équitation, quelle dynamique de population, quelle évolution.
Bonjour à tous, merci Mathias. Donc je vais vous présenter à partir des données de la Fédération française d'équitation sur les licenciés, l'évolution qui est bien connue de tous, de l'évolution des licenciés globale, mais qui... Merci. Mais grâce aux données un peu plus détaillées que l'on a obtenues cette année en partenariat avec la FFE, affiner un peu cette évolution récente des licenciés pour voir quelle est la dynamique de population actuelle, un peu plus finement. Donc ce qui est connu de tous, c'est que l'équitation a connu une très très forte croissance jusqu'en 2011 et que depuis 2013, malheureusement, le nombre de licenciés baisse chaque année, une baisse qui varie entre 1 et 3% globalement chaque année. Donc ce qui représente entre 2013 et 2018 une baisse de 80 000 licences environ. La population de licenciés est une population jeune, puisque les 2/3 des licenciés ont moins de 20 ans. C'est également une population qui est essentiellement intéressée par le loisir, puisqu'on a les 3/4 des licences qui ne sont pas compétitives. Donc ça, c'est un constat partagé. Ce qu'on voit également, le constat actuel, c'est qu'on observe un vieillissement des licenciés. Quand on regarde là les courbes, donc il y a l'âge moyen en bleu et l'âge médian des cavaliers représentés sur ce graphique. On voit que les deux courbes sont assez parallèles, avec un vieillissement de l'ordre de 3 ans sur la période 2010-2018 pour arriver aujourd'hui à un âge moyen de 21,6 ans. Cette évolution de l'âge est liée en grande partie à l'évolution des licenciés dans différentes tranches d'âge. On a effectivement des licenciés de moins de 20 ans qui enregistrent une baisse sur la période 2010-2018 qui est parfois assez forte, notamment pour les moins de 10 ans, qui enregistrent une baisse de 30% et moins 11% pour les 10 à 20 ans. Donc ce qui fait qu'ils ont perdu une part de marché assez importante, qui représentait 74% des cavaliers. Ils ne représentent aujourd'hui plus que 65% des cavaliers. Alors que dans le même temps, les différentes tranches d'âge de plus de 20 ans ont plutôt croît sur la période. Donc les données un peu plus détaillées de la Fédération française d'équitation nous ont permis d'analyser un peu plus finement cette évolution des licenciés. Je vais vous présenter ici le passage des licenciés 2017 à 2018 pour faire un petit paragraphe définition. Si on prend les 644 800 licences 2017, il y a 70% des licenciés qui ont renouvelé leur licence en 2018, donc ça nous fait un taux de renouvellement de 70%, un taux de non-renouvellement de 30% qui est le complément, et à côté de cela, on va trouver des primo-licences qui sont licenciés pour la première fois à la Fédération française d'équitation, qui représente un volume de 18% à peu près des licences 2018, et puis on voit également des retours à la pratique de l'équitation, ou du moins à l'adhésion à la FFE, pour environ 62 000 personnes, c'est-à-dire qui avaient une licence antérieurement, qui ne l'ont pas prise en 2017 ou en tout cas ou les années précédentes, et qui l'ont reprise en 2018. Donc si on regarde ces différents segments entre les primo licenciés, le taux de renouvellement et les retours, comment se répartit la baisse observée actuellement sur ces différents secteurs. Donc ce qu'on voit tout d'abord, c'est que les recrutements ont fortement baissé sur la période. Donc les primo-licences en 2010 représentaient environ 180 000 nouveaux cavaliers chaque année, et on a perdu 40% entre 2010 et 2018. Donc on est aujourd'hui à environ 112 000 nouvelles licences chaque année. Ces nouvelles licences sont essentiellement jeunes, hein, on le voit sur le graphique. Les moins de 20 ans représentent la quasi-totalité de l'histogramme. On peut noter quand même que environ 15 000 licences sont prises par des nouveaux cavaliers de plus de 20 ans.
Donc ce qui en, en volume est quand même 15 000 licences. Quand même important. Cette baisse de recrutement touche toutes les catégories d'âge et on peut voir que toutes les catégories d'âge de moins de 40 ans ont une baisse similaire. Donc là, c'est une évolution en base 100. On voit que les trois courbes de moins de 40 ans, hein, de 0 à 20 ans, de 20 à 40, de 20 à 40 et de 40 à 50 même, ont la même évolution avec une baisse de 40% sur la période. Alors, par contre, les licenciés de plus de 50 ans résistent un peu mieux, et notamment les plus de 60 ans qui ont une croissance assez marquée jusqu'en 2015. Alors, malgré cette baisse de recrutement, on a un taux de renouvellement et une fidélisation qui est relativement stable. Donc là, si on regarde sur le graphique les taux de renouvellement par tranche d'âge sur la période, on voit des courbes qui sont quand même assez horizontales, et donc ce qui montre une certaine stabilité de ce taux de renouvellement, quelles que soient les catégories d'âge. On observe juste une croissance sur la catégorie des 30 à 40 ans. Ce qu'on voit également, c'est un décroché, on voit une croissance généralisée du taux de renouvellement avec l'âge des licenciés. Et on voit également un décroché entre la population des moins de 10 ans qui est assez différente du reste de la population, qui est une population beaucoup plus volatile avec un taux de renouvellement qui est beaucoup plus faible, qui est de l'ordre de entre 45 et 50%. Donc ce qui nous fait un taux global de renouvellement de 70% qui reste relativement stable sur la période, avec des variations quand même selon l'activité des licenciés, notamment les cavaliers de compétition, ceux qui pratiquent au moins une compétition dans l'année, ou alors qui passent au moins un galop, qui sont dans un schéma de progression, qui passent au moins un galop dans l'année, ont un taux de renouvellement qui est à peu près 10 points supérieur aux autres cavaliers. Au niveau des retours, on a également des retours assez jeunes, puisqu'on voit que la moitié des retours sont âgés de moins de 20 ans. Donc c'est des cavaliers qui ont débuté l'équitation, qui ont arrêté quelques années, voire une année, et qui ont repris assez tôt, avant les 20 ans. Il y a une autre population qui est assez conséquente, c'est les 20, entre 20 et 40 ans, il y a quand même un tiers de la population qui reprend une activité licenciée. Si on regarde l'évolution des retours, on voit une évolution légèrement à la hausse jusqu'en 2014, et on observe deux petites baisses en 2015 et 2017 qui est en partie liée à la baisse de recrutement, puisqu'on voit que la baisse de recrutement des jeunes générations se répercute ensuite dans les retours de 0 à 10 ans et de 10 à 20 ans. Donc si on regarde l'évolution des retours par tranche d'âge, là aussi en base 100, on voit que depuis 2014, les deux catégories d'âge les plus faibles sont en décroissance. Par contre, on voit un taux de retour en croissance pour les 20 à 40 ans qui continuent de croître sur toute la période. Donc finalement, ce qu'il faut retenir de cette présentation, c'est que derrière la baisse de licence que l'on observe au niveau des licenciés à la Fédération française d'équitation, c'est essentiellement dû à une baisse des recrutements, alors que le taux de renouvellement et les retours sont relativement stables, se maintiennent, ce qui entraîne d'office un vieillissement des licenciés. Et avec cette évolution de la population de cavaliers, notamment un vieillissement, c'est aussi peut-être des attentes différentes qui nécessitent éventuellement une adaptation de l'offre donc à ce profil, mais également une adaptation de l'offre peut-être pour recruter de nouveaux licenciés qui ne se retrouvent plus dans le modèle actuel éventuellement, mais je crois que Mathias a des éléments à vous apporter. Merci.
Alors des éléments à vous apporter, des éléments plutôt un peu théoriques qui vont venir compléter un tout petit peu cette étude quantitative, mais qui, j'espère, feront écho au témoignage de l'après-midi, parce que tout ça reste théorique et reste des chiffres, et la réalité, elle se joue au quotidien sur le terrain, et elle est entreprise par l'ensemble des dirigeants de clubs qui, chaque jour, font leur possible pour transformer le maximum de piétons en cavaliers, et tous nous faire vivre ici. Faut bien qu'on garde ça en tête, et jamais qu'on l'oublie. Alors le contexte, on en a parlé, donc l'équitation jusque-là c'était l'Eldorado. Des années 80 aux années 2012, on ouvrait une structure, on la remplissait, ça faisait le plein, c'était le buzz à l'école, etc., etc. Et c'était soutenu prioritairement par le développement de l'équitation à poney, hein, qui a été initié à partir des années 80 et qui a permis d'adapter le poids-puissance à un pan de la population beaucoup plus large. Donc à partir du moment où on augmente le volume potentiel de cavaliers, et ben finalement on augmente les cavaliers dans les clubs. C'est dû également à une rénovation pédagogique. L'enjeu a été de replacer le cavalier, en particulier l'enfant, ça c'est le mouvement du Poney Club de France, au centre des apprentissages, et ne faire de l'équitation en fait un outil au service du développement psychomoteur des enfants et de la population plus largement, mais avec une priorité donnée aux enfants, et ce qui a été un gros levier de croissance. Le modèle, on peut parler 2 minutes du modèle de l'équitation tel qu'il est proposé en France, hein, on peut en discuter, etc. En tout cas, aujourd'hui, il nous est envié par un certain nombre de pays qui viennent rencontrer la fédération pour voir comment la déployer avec ce modèle du cheval partagé qui permet de proposer une équitation accessible au plus grand nombre et d'être sur quelque chose d'assez participatif. Un projet de formation, de fidélisation structurant, on en a parlé, ça se traduit par des chiffres de fidélisation qui augmentent significativement à partir du moment où on implique les cavaliers dans un processus ou de compétition ou de formation, et chose à laquelle s'est intéressée la fédération pour proposer ce processus de formation dès le plus jeune âge et tenter d'inhiber la volatilité en fait des premières années de pratique au travers du déploiement du programme Galop Poney. Et puis également une démarche qualité qui s'est traduite par différents labels attribués au club de manière à accompagner ses dirigeants dans une démarche de qualité pour être en cohérence avec le reste de l'offre de loisirs sportifs, et puis avoir un accompagnement spécifique de ce point de vue-là. Depuis 2012, donc on voit que ça se complique, l'offre, les clubs font de moins en moins le plein. Pourtant, l'Eldorado a attiré, de plus en plus de clubs s'installent, etc. Mais s'installent selon une offre tout à fait standardisée. On verra après si ça peut être une des questions. Et aujourd'hui, on propose globalement à peu près la même équitation dans l'ensemble des clubs de France. Alors avec les intérêts que ça a, mais aussi les limites. Et puis globalement, des difficultés à recruter d'année en année de nouveaux cavaliers. Alors on entend souvent... on a un discours ambiant dans la filière de dire la qualité des enseignants, etc. Parce qu'il traduit concrètement la qualité d'un enseignant, c'est sa capacité à fidéliser le public, à revenir d'année en année. Donc on voit que de ce point de vue-là, c'est pas aujourd'hui une excuse ou un critère recevable, mais c'est plutôt notre capacité à proposer une équitation attractive au plus grand nombre qui nous fait défaut et qui fait qu'on recrute de moins en moins. De manière à avoir des éléments un peu concrets, un peu tangibles, on a mené une enquête avec l'entreprise Kantar TNS, de manière à pouvoir déterminer les attentes du public pour en faire état auprès des structures, et puis avoir une analyse comparative, ça nous semblait intéressant, des cavaliers équitants, déjà cavaliers, et puis de ceux qui ne le savent pas encore, mais qui le seront plus tard. Et avec un échantillon en fait donc sur ces deux types de populations, et une méthode de collecte majoritairement quantitative, avec quelques analyses qualitatives au travers de différents entretiens. Bon, alors est-ce qu'on rentre tous chez nous? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que les gens ne veulent plus monter à cheval? Bon, coup de chance, non, ils veulent bien encore monter à cheval, le cheval attire toujours. Quand on interroge, ah oui, petit détail technique, mais on ne peut pas en France interroger sur une enquête comme ça les gens de moins de 16 ans. Donc toutes les réponses qui traiteront des enfants seront traitées à travers le prisme des parents. C'est-à-dire que c'est les parents qui ont répondu au nom des enfants.
On va essayer de leur faire confiance. Donc pour eux-mêmes adultes, est-ce que les gens ont envie de pratiquer? 6% répondent oui tout à fait, 24% répondent oui plutôt, puis allez, si on va aller chercher un petit peu, il y en a 27 autres qui disent allez, plutôt pas, mais on n'était pas non plus sur un plutôt pas définitif, il y avait encore il y avait encore des gens récupérables. Parce qu'il nous fait au total 24% de la population française adulte qui a envie de monter à cheval. Le jour où ils sont tous dans nos structures, on ouvre le champagne, tout ira bien. Pour leurs enfants, ils ont encore plus envie de pratiquer parce que le loisir éducatif des enfants, ça reste une priorité, même dans un contexte économique difficile. C'est encore quelque chose sur lequel les familles sont prêts à faire des efforts. Et ce chiffre, il est de 81% si on parle des équitants. C'est-à-dire que 80% plus de 80% des équitants actuels souhaitent que leurs enfants pratiquent l'équitation, ce qui nous laisse encore de belles perspectives. Alors ils disent qu'ils souhaitent, ils acceptent, ils sont favorables à ce que leurs enfants fassent de l'équitation. Mais quand on leur pose une deuxième question, s'ils vous demandent à pratiquer, qu'est-ce que vous faites? C'est là où ça se complique. Il y en a 13% qui disent « Ok, je cherche un club ». Donc cela, c'est réglé. En revanche, il y en a 70% qui disent « Je vais tester et évaluer sa motivation avant de voir s'il ne va pas plutôt aller à la danse qui me coûtera beaucoup moins cher ». Donc ça veut dire que pour recruter, il faut encore convaincre. L'équitation, quand on est sur des non-équitants, pour les parents, ça paraît une activité un peu ésotérique comme ça, dont ils perçoivent bien l'intérêt au travers de l'animal, mais dont ils ne sentent pas tout à fait la traduction concrète. Donc l'accompagnement du recrutement est vraiment quelque chose de très important et sur lequel il faut nous tous ici soyons proactifs et qu'on accompagne et qu'on donne des outils au club pour ce faire. Alors ces intentionnistes, qui sont-ils? Eh bien, ils sont plutôt répartis de façon homogène au niveau du genre, c'est-à-dire qu'on a 40% d'adultes, 60% de femmes. Alors il y a une majorité de femmes, mais enfin qui est quand même pas comparable à la réalité de nos activités, de nos établissements. Où sont les garçons? Allons les chercher. Aujourd'hui, sincèrement, celui qui a une bonne solution, qui lève la main, moi j'en ai pas trouvé, on a beau y réfléchir, on n'a pas encore tous trouvé, mais il y a des pistes qui se profilent. Sur l'âge, on voit que c'est assez homogène et que même si aujourd'hui il est plus facile de recruter des enfants et que c'est pour ça que l'effort est concentré sur eux, on a des potentialités à recruter un peu dans toutes les classes d'âge. Et ça se traduit notamment par des retours chez les adultes. Et puis après, c'est aussi également assez homogène sur les catégories socio-professionnelles. Ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui, mais j'ai pas le terme dédié géographiquement. Donc de l'équitation, on peut en proposer pour tout le monde, c'est-à-dire avoir une équitation dédiée à des paniers moyens assez importants, mais ne pas oublier que la volonté de monter à cheval, elle concerne tout le monde et que si on est en capacité de proposer des produits accessibles économiquement, eh ben on a une assise, je dirais, de clients potentiels relativement importante. Alors, quelles sont les attentes de ces intentionnistes? Intentionnistes, les gens qui ne montent pas à cheval, mais qui sont dans les 24%, 30%, qui déclarent se dire prêts ou tout à fait prêts à monter à cheval. La première attente, et ça, il faut vraiment qu'on en soit tous conscients, c'est le fait de pouvoir partir en promenade ou en randonnée. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, ça se traduit, ça se retrouve, on parlera des enfants après, vous allez voir, on va le retrouver. C'est vraiment un élément clé et un élément auquel, très clairement, si on se regarde tous droit dans les yeux, on n'est pas en capacité de répondre, en tout cas de manière précise partout. Le fait de pouvoir pratiquer, commencer avec des amis, des membres de sa famille, ça fait partie aussi des deuxièmes éléments. Ça doit nous interroger sur notre manière de sectoriser nos cavaliers par niveau, par galop, etc. Alors c'est vrai que dans l'action pédagogique, c'est beaucoup plus simple, mais au moins au démarrage, ça n'est pas a priori porteur pour recruter de nouveaux cavaliers et les conserver sur les 10 premières séances, qui est la période où ils sont les plus volatiles et les plus enclins à changer d'activité. Et puis après, les journées portes ouvertes, la personnalité de l'enseignement,
un programme d'accompagnement. Alors ça, c'est des outils dont on dispose, hein. Le programme d'accompagnement, il peut se traduire par les galops et par une explicitation auprès du cavalier du projet de formation qui va être conduit avec lui. Le coach, bon, on en a parlé. Les journées portes ouvertes, ça, c'est des actions qui sont régulièrement envisagées par les clubs, pour démarrer l'activité. Et alors, les attentes des intentionnistes pour leurs enfants. Au premier rang, c'est prendre soin de son poney, s'occuper de l'animal, c'est la relation avec l'animal. On propose de l'équitation. L'équitation, l'acte pédagogique, qui commence à partir du moment où les gens passent la porte du club et à partir du moment où on peut les accompagner dans leur relation avec l'animal. En particulier pour les enfants, c'est vraiment ce qui est le plus recherché. C'est aussi quand même globalement très recherché par les parents. Pratiquer en pleine nature, on le retrouve. Les sensations et l'émotion que cela procure. Alors attention, plus les sensations que l'émotion, parce que vous allez voir quand on va aller sur les freins, les sensations, elles ont une limite, hein, il ne faut pas qu'on tombe. Donc on peut avoir des sensations, mais il faut que ça soit contrôlé, hein. Comme à Space Mountain, on a très peur, mais on sait que ça va bien se passer. Voilà. Aujourd'hui, comment on fait quand on n'est pas cavalier, qu'on rentre dans un club? Et ben on vous dit, ok, très bien, la reprise débutant. Le gars dit, mais je suis pas débutant, j'ai déjà monté 3 fois en Camargue. Mais vous êtes débutant. Donc commençons par ne plus l'appeler débutant, appelons-le novice ou je sais pas, mais débutant, il trouve que c'est pas au niveau de son rang et de ses capacités. Mais enfin bon, celui-là en tout cas. Comment est-ce qu'il fait? Et ben on va lui dire, la reprise de ton niveau, c'est tel jour, telle heure, toutes les semaines. Et puis si tu veux faire des animations, ça sera le dimanche. Ok. Ok. Sauf que lui, ce qu'il veut, c'est une formule d'abonnement personnalisée. Il dit que toute la semaine, il n'arrête pas de courir, que le mardi soir, effectivement, peut-être qu'il aura envie de monter à cheval, mais peut-être qu'il n'aura pas envie de monter à cheval. C'est très compliqué à gérer, mais plus on va pouvoir gagner en flexibilité dans notre offre de pratique, plus on va coller aux standards des demandes actuelles des gens vis-à-vis des pratiques de loisirs sportifs. Et je m'attarde particulièrement sur cette population-là parce que c'est la plus volatile, encore une fois. C'est celle à laquelle il faut faire le plus attention. Le débutant, c'est celui qu'il faut convaincre. Celui qui monte chez vous depuis 10 ans, je ne dis pas celui qui monte à cheval depuis 10 ans, il ne faut pas y faire attention. Enfin, déjà, il a une idée, déjà, il est capable de s'organiser. Et puis, si ça fait 10 ans qu'il est là, a priori, il reviendra une 11e année. Celui qui est là depuis 2 séances, rien n'est moins sûr qu'il sera là à la 3e. Donc, soyons attentifs, prenons soin de leurs demandes. Et à nouveau, les adultes souhaitent partir dehors. Donc, ouvrons nos clubs, sortons à l'extérieur, emmenons-les dehors. On est une activité de pleine nature pratiquée en carrière. Donc, il faudrait qu'on arrive à trouver des solutions pour recoller à cette thématique nature. Et puis par rapport à un concept, le concept de flexibilité, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on fait pour voilà, on est toujours sur cette séance, la récurrence de cette séance hebdomadaire, sauf que le cavalier novice, ce qu'il veut, c'est des balades à cheval et seulement de temps en temps. La première année, peut-être qu'il va venir 4 fois. Mais ça veut dire qu'il ne faut pas que 2 fois sur 4, on lui dise « Ah bah non, là aujourd'hui, c'est pas possible, il n'y a pas de balade ». Il faut être capable de l'accueillir, il faut qu'on puisse s'organiser malgré la rigidité qu'implique la présence des animaux sur nos structures pour pouvoir avoir une offre beaucoup plus flexible. Et la formule des stages, des activités ponctuelles, etc., qui sont encore aujourd'hui des bons leviers de recrutement. Sauf qu'à nouveau, il faut que ça soit des formules flexibles. On ne propose pas un stage d'une semaine bloqué, verrouillé, mais il faut que chacun puisse venir picorer selon ses souhaits. Et alors, le problème, c'est qu'on en a un comme ça. Ok, mais quand on a un club de 200 cavaliers, ça va être difficile à gérer à 200. Mais ce n'est pas vraiment un problème, parce que c'est vraiment sur cette population de novices, sur cette population à recruter qu'il faut faire le plus d'efforts. Parce qu'on s'aperçoit qu'après, plus le cavalier va être, entre guillemets, éduqué par son enseignant, plus il va pratiquer, plus, en gros, ces attentes, elles vont correspondre aux attentes qu'on connaît aujourd'hui, ou en tout cas que la majorité de la proposition en tout cas, elle va correspondre à la transcription de la proposition d'une majorité de clubs, à savoir
des disciplines olympiques, des disciplines traditionnelles, enfin ce qu'on sait faire. Donc soyons très attentifs aux gens qu'on recrute, et puis après petit à petit, conduisons-les sur le modèle qu'on a envie de développer, mais au départ, on a intérêt à être à leur écoute au départ. Et ça se traduit aussi par cette notion de satisfaction. On voit qu'aujourd'hui, notre offre, elle correspond à nos cavaliers éduqués. Pourquoi ? Ils ont un niveau de satisfaction qui est de 8 sur 10, ces cavaliers déjà éduqués. Alors qu'on tombe à 6, et à mon avis, ils sont gentils, ils se retiennent, sur les pratiquants occasionnels. Plus les cavaliers montent, plus le projet de compétition, de formation pédagogique développé dans les clubs correspond à leurs attentes. Notre principal frein, il est sur le recrutement. Il faut qu'on y soit particulièrement vigilant, particulièrement attentif. C'est un peu la même chose, sauf que là, on n'est plus sur des critères psychologiques. Qu'est-ce qu'attend un débutant ? Il attend, premier lieu, de se faire plaisir. Et on lui donnera pas de plaisir dans la pratique si on ne répond pas à ses attentes, à son offre. Donc, a priori, plutôt au départ, à l'emmener dehors au travers des activités de pleine nature. Puis après, l'autre, on lui vendra ce qu'on sait faire, parce que celui qui est avancé, on lui vendra ce qu'on sait faire, parce qu'en plus, on l'aura intéressé, on l'aura éduqué, et lui va se retrouver et va chercher à progresser techniquement, etc. Donc, va avoir une approche de la pratique qui va complètement se transformer au fur et à mesure des années. Et alors, l'équitation. Moi, j'ai dit qu'on avait réussi, de par le modèle développé, à en faire une activité accessible. Sauf que nous, à partir du moment où on est cavalier, où on fréquente le milieu, on en est convaincu. Pour les gens qui sont complètement en dehors de notre univers, ça leur paraît et ça reste une activité élitiste économiquement. On situe l'heure d'équitation entre 39 et 43 euros. Le jour où tous les clubs le vendront ce prix-là, ça ira mieux pour tout le monde. Et après, on peut détailler, mais après, derrière les chiffres ont peu d'importance, c'est plus la notion globale qui est importante. Mais 34 euros pour une séance poney, on est encore bien. Une balade d'une heure à 37 euros. Là, on voit que les gens ont dû déjà essayer. C'est plutôt un peu plus près de la réalité économique de nos structures. Donc, ça veut dire que beaucoup de gens ont dû demander déjà, ou au moins ont fait l'effort de se renseigner sur ce que coûtait une promenade. Ils n'ont jamais dû le faire pour une séance d'équitation classique. Et puis après, les stages à la semaine, pareil, je pense qu'on a l'impression que ça a dû être déjà demandé, puisqu'on est sur des tarifs qui sont à peu près cohérents. Et quand on étudie les attentes, il faut aussi regarder du côté des freins. Donc par rapport aux freins, la communication autour du prix de l'équitation, elle est toujours d'actualité, parce que le budget trop important arrive sur le premier niveau de frein. Or, cette information-là toute seule, on se dit, le budget est trop important, ok, on ne s'adresse qu'à une part de la population. Sauf que ça ne tient pas. Si on voit que le tarif imaginé est à peu près 2 à 3 fois au-dessus du tarif réel pratiqué par les clubs, ça veut dire que les gens ne savent pas assez que dans les établissements équestres, le coût de pratique a diminué et qu'on est de moins en moins une activité élitiste. On ne sera jamais au niveau du foot. En tout cas, les dirigeants de clubs, au quotidien, font des efforts pour proposer des activités les plus accessibles possibles, et ça ne se sait pas encore. Tarif d'équipement, donc là, un travail peut-être à conduire avec les équipementiers, etc. Mais déjà, c'est quelqu'un qui est rentré dans la pratique quand il s'intéresse à l'équipement. Et puis, la crainte des chutes et des blessures, donc les sensations avec la ceinture. J'aime pas les chevaux. On est triste pour lui, mais lui, on peut pas faire grand-chose. On peut pas faire grand-chose, mais on a vu quand même que c'était pas une majorité, donc ça doit pas nous faire trop peur, ça. J'ai pas une assez bonne condition physique. Mais non. Mais quand tu commences un sport, t'as pas une bonne condition physique. Mais par contre, comme tu vas pratiquer régulièrement dans un club avec un enseignant de qualité, la condition physique, tu vas l'acquérir, parce que l'équitation, c'est un sport, et que quand on trotte enlevé, on est sur un niveau d'effort physique qui est presque comparable à celui d'un footing léger. Donc tu vois, pas de problème. T'es pas sportif, mais grâce à nous, tu vas le devenir. La pratique d'autres sports m'intéresse davantage. Ça on le comprend, on peut que le regretter. Et pas suffisamment de temps pour m'y mettre.
Là encore, ça en revient au format de pratique où on doit pouvoir répondre individuellement à ces problématiques. Voilà à peu près l'état des lieux. Donc, pour dire que le marché est là, les gens ont envie de monter à cheval. Ça, c'est quand on parle de l'offre. Ça, c'est quand on parle de la demande, pardon. En revanche, l'offre est là, elle existe, elle est structurée, elle est organisée, mais sans doute qu'elle ne prend pas suffisamment compte de la demande. Et c'est la mise en cohérence progressive de cette offre et de cette demande, à la fois dans les activités proposées et dans les formats de pratique, c'est très important, qui nous permettront, il me semble, de retrouver la croissance. Et on a des exemples déjà de dirigeants particulièrement attentifs à ces aspects-là, qui se sont intéressés à ces problématiques-là et qui arrivent à redévelopper des leviers de croissance en prenant en compte ces différents éléments. Ah bah c'était ma conclusion, j'ai un peu avancé. Mais à peu près, voilà, c'est ça. Un intérêt réel pour le public, un processus de recrutement à aménager. Encore une fois, et c'est un dernier point, alors c'était pas dans la présentation, mais à mon avis c'est important qu'on l'ait tous en tête, c'est qu'on s'est développé à un moment où l'offre de loisirs sportifs était gérée de manière beaucoup moins organisée qu'elle l'est. Et aujourd'hui, l'offre de loisirs sportifs, en particulier chez les enfants, elle s'est densifiée et on est sur un niveau de concurrence jamais atteint. Donc ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. On n'est pas forcément moins bon qu'on était il y a 5-6 ans. Voilà, nos activités, elles ne se sont pas transformées. En revanche, la natation qui proposait le bébé nageur pour apprendre à nager aux petits et puis après des lignes, bah aujourd'hui ils ont le parc aquatique, le jardin aquatique, l'aquabike, enfin que ça j'en passe. Le ski, il y a 20 ans, vous alliez au ski, on vous mettait des skis comme ça, il vous fallait une semaine, vous vous pétiez un genou un coup sur deux. Ils ont vidé les stations de ski, Salomon est arrivé, il dit attendez les gars, on va regagner de l'argent ensemble. Ils ont donné des skis paraboliques qui ont permis à tout le monde de skier en moins de 2 heures et ils se sont remis à retrouver la croissance. Donc, c'est pas une fatalité. Moi, je pense que je suis plutôt hyper optimiste, mais on a un gros travail à conduire sur la manière dont on va chercher les gens. On ne peut plus les attendre dans nos clubs. Il faut aller devant, il faut aller au-devant d'eux, il faut sortir de nos structures. Mettre les chevaux dans les villes pour donner envie et inciter les gens à venir, et puis surtout il faut leur en donner pour leur argent, au moins au début, faire ce à quoi ils attendent et pas se dire non mais ok mon gars, toi tu veux faire ça, mais moi je vais t'apprendre à monter à cheval comme ça. Ce discours là il ne tient plus, et sociétalement en plus il tiendra de moins en moins, donc ce serait aller à notre perte que de continuer dans cette voie là. Donc il faut qu'on arrive à se réorienter pour pouvoir avoir une stratégie de recrutement pertinente et en adéquation avec les attentes de ce public. En tout cas, c'est ce que je pense. Merci. On fait les questions là. Il n'y a peut-être pas de questions. Si. Ah si, il y a des questions. Merci. Moi, j'ai des questions et des remarques par rapport à ce que vous nous avez exposé. Vous nous avez parlé de cavalier éduqué. Alors, ça me choque un peu parce que je ne sais pas si on peut éduquer son client. Mais enfin bon, ça c'est un aparté. Hein, c'est ma petite réflexion personnelle. Alors, juste pour préciser mon propos, parce que l'idée c'était pas du tout d'être polémique par rapport à ce terme. C'était pas du tout d'être polémique par rapport à ce terme-là. Le cavalier, quand il arrive parce qu'il a envie de monter à cheval et c'est le cheval qui l'attire. Et il a une représentation de l'équitation qui est vraiment tournée vers la nature. C'est pas mon propos, ça se retranscrit dans l'ensemble des enquêtes qu'on peut conduire en ce sens-là. En revanche, au contact de son enseignant, il va découvrir une technicité de l'activité nouvelle. Il va avoir un horizon équestre qui va s'élargir avec des activités équestres, je dirais, codifiées, comme on les connaît, qui peuvent aller et qui sont encore très diversifiées, hein, puisqu'on peut aller du CSO au tir à l'arc, et que plus sa progression va avancer, plus ces activités-là vont être susceptibles de l'attirer. Merci. Et alors, une autre remarque, c'est que vous nous parlez beaucoup en fait de la clientèle enfant, qui est celle qui a le plus souffert. On est là effectivement sur un domaine qui est extrêmement concurrentiel, comme vous le disiez très justement.
Mais vous ne parlez pas non plus de la façon dont on pourrait plutôt s'occuper des adultes qui, eux, ont un pouvoir d'achat, qui, eux, ont des attentes aussi particulières et qui seraient peut-être plus faciles aussi de récupérer, puisque elles, naturellement, on a vu que cette clientèle augmentait. Et je pense à mon sens, on ne doit pas répondre exactement à leurs attentes. Il y a un certain nombre de ces adultes qui se détournent des centres équestres, qui s'orientent sur des écuries de pension, parce que là, ils vont avoir un service plus à la carte et qui va correspondre effectivement plus à ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure sur la flexibilité. On est exactement sur le même propos. Je suis en train de... C'est pas ce que j'ai compris. Bah pourtant c'est bien. Alors c'est que j'ai vraiment pas été. Alors c'est que j'ai été encore moins clair que d'habitude. Ça doit être la digestion. Non. Mon propos il est de dire qu'il faut écouter la clientèle, être en capacité de proposer une offre plus flexible, une offre différente, disons, du standard actuel, en tout cas à la marge du standard actuel. Et une offre beaucoup plus flexible. L'heure d'équitation, le format de l'heure d'équitation hebdomadaire fixe, il va être de plus en plus difficile à tenir. Regardez, le principal, sur la population que vous évoquez, moi je pense que notre principale concurrence, c'est par exemple la salle de sport. Oui. Un de nos principaux concurrents, c'est la salle de sport. Grande force de la salle de sport, vous y allez, vous avez envie d'être encadré, vous avez tout le temps un moniteur qui est là, vous le prenez. Vous n'avez pas envie d'être encadré, vous avez juste envie de vaguement pousser sur des trucs en discutant ou avec votre ami ou avec des gens qui sont là, vous pouvez aussi. C'est complètement ouvert. Nous, c'est aussi lié à la présence de l'animal et aux représentations qu'on a nous-mêmes de nos propres activités. On est sur quelque chose de très figé, au moins sur les contraintes de temps. Alors on voit des expériences qui s'ouvrent, hein. Je peux vous parler de la carrière ouverte qui se développe en Ile-de-France par exemple, où on est sur un modèle identique, les gens arrivent, prennent un cheval, il y a un enseignant à tenir, ils font une séance en semi-autonomie, ça c'est des choses qui fonctionnent. Et ce public-là, si mon propos vous a donné le sentiment qu'on s'en désintéressait, c'est pas du tout le cas. C'est un public auquel on s'intéresse prioritairement. Simplement, il faut être pragmatique et le recrutement, là où il diminue le plus, c'est sur les très jeunes enfants. Et c'était aussi le levier de recrutement prioritaire jusque-là de ces structures. Donc les deux vont de pair, mais un effort particulier est mis sur la population sur laquelle on perd le plus de segments, oui. Alors, pour rebondir sur l'aspect flexibilité, je pense qu'effectivement, c'est possible quand il s'agit de grosses structures avec du personnel. Mais je veux dire, dans la région où je suis, le nombre moyen de licenciés, alors c'est un indicateur, licenciés, ça ne veut pas dire forcément des pratiquants non plus, c'est 67 licenciés. Et du coup, ce n'est pas des gens qui ont forcément du personnel, et la flexibilité, ce n'est pas simple quand on est tout seul sur une structure. Ah non, mais alors là... Non mais là, on touche au cœur du problème. Moi, c'est un diagnostic, c'est pas des solutions que je vous ai apportées. Mais voilà, c'est ma remarque, c'est ma réflexion. Mais je pense que si on était capable de proposer de l'équitation flexible facilement, on n'en serait pas là aujourd'hui à discuter des problèmes de recrutement. Le tout est de savoir comment est-ce qu'avec les contraintes qui nous sont imposées de par la spécificité de nos activités, on est en capacité de répondre à cette demande qui a muté, qui a changé. Et le seul truc qui m'inquiète, c'est que le développement en passera par là, et que si on n'est pas capable de répondre à cette offre, eh ben, on va voir la demande s'atomiser d'année en année. Alors après, c'est un aspect. Et la dernière chose aussi, et après je ne vous embête plus, c'est l'aspect, je pense qu'on ne peut pas déconnecter non plus l'aspect prix de vente, on va dire, ouais, et l'aspect coût de production, puisqu'on est bien placé pour en parler. Voilà, donc jusqu'où on va, et peut-être qu'il y a d'autres solutions aussi. Ce qu'on a vu tout à l'heure dans les exemples que Sophie Boyer a présentés, il n'y a pas vraiment de solution standard. Non, ça je suis d'accord avec vous. Des solutions individuelles. Voilà. Ça je suis 1000 fois d'accord avec vous, et le propos développé tout à l'heure était très juste. Et il est même sur les structures équestres, il se retranscrit même au travers du projet de club. C'est-à-dire qu'un club fonctionne bien si le dirigeant du club a un projet d'établissement qui est en cohérence avec ses aspirations personnelles. La démocratisation de l'équitation, ce n'est pas forcément fait pour s'adresser à 100% de la population. En revanche, on voit que cette envie d'équitation, elle existe chez tout le monde, qu'il y a des formules
pour faire baisser les coûts de production et que peut-être que ces formules-là, elles doivent être étudiées pour répondre à ce panel de la population. De toute façon, le temps des réponses standardisées est terminé. C'est notamment un des enjeux, c'est d'être capable de s'adapter à son milieu, à sa zone de chalandise, etc., et puis à ses aspirations propres pour apporter la réponse en cohérence avec l'enjeu de développement qu'on a envie, qu'on souhaite pour sa structure. En tout cas, on est à la disposition des clubs pour ça. Voilà. Merci. Plus de questions, on enchaîne ? Oui, Sophie Boyer, du coup, merci pour la présentation parce que j'ai trouvé très intéressante. Du coup, je serais intéressée par récupérer le topo. Parce que, oui, je suis désolée, il n'est pas dans les... Mais il n'y a pas de souci, on verra avec Pascal. Moi, je voulais juste, dans la suite de ce que dit Valérie, justement, le constat, il est quand même très intéressant. Comment vous allez faire pour justement accompagner les centres équestres sur le terrain? Vous avez parlé d'exploitation qui déjà était en avance sur ces sujets-là. Oui. Est-ce que c'est des fermes pilotes? Comment vous allez accompagner les gens pour prendre conscience de ça justement? Alors, on essaie de centraliser toutes les bonnes initiatives et de s'en faire l'écho auprès du réseau des établissements équestres. Je parlais de la carrière ouverte, c'est notamment des choses qui ont fait l'objet de publications qui sont présentées au travers de congrès, et même il y a des établissements, je dirais, des alentours qui viennent voir comment ça s'organise, parce que là on parle d'une activité qui s'est mise en place dans une dizaine de structures, et puis après l'idée c'est d'identifier justement ces bonnes pratiques et à la suite d'accompagner notamment leur mutualisation, comme ça s'est fait pour certaines disciplines qui ont permis d'être des leviers de développement. Voilà, et après, la limite de l'exercice, c'est que chaque dirigeant est en autonomie chez lui. On peut lui apporter du conseil, on peut lui apporter tout un tas de choses qu'on cherche à conduire, notamment au travail du comité poney, comité cheval, qui sont à la pointe de la réflexion sur ces éléments-là. Mais derrière, ça doit faire écho à un projet entrepreneurial. Voilà, donc c'est accompagner au mieux ce projet entrepreneurial sur une mutualisation des bonnes pratiques, si je dois faire une réponse simple à la question qui est assez compliquée. Il y a plein de questions finalement. Merci. Tu en as parlé assez rapidement, c'est la formation des moniteurs. Oui. Alors, j'entends ce que tu as dit comme argument, mais nous, les employeurs, ceux qui recrutent, c'est vraiment la bête noire dans leur fonctionnement. Il y en a plein d'autres des bêtes noires, mais alors celle-là, c'est comment trouver le bon enseignant, comment le faire bien accueillir, garder ses cavaliers, créer une ambiance conviviale. Et ça... alors peut-être que nos exploitants ne sont pas des super managers, ça je l'entends et je le sais, mais du coup, est-ce que ça pas aussi un peu par là? Je ne sais pas, que ça peut aussi non, mais oui, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. On ne valorise pas aujourd'hui suffisamment la compétence d'animateur. C'est-à-dire que ces enseignants, des enseignants capables de démarrer des cavaliers, de les fidéliser sur les premiers niveaux de pratique, galop, même pas de galop 0, 1, 2, ce sont en réalité des gens de très grande valeur qu'on ne valorise pas, qui ont tendance à sortir du métier ou qui n'ont qu'une cesse, c'est de trouver l'estime et la valorisation de leur père au travers d'un projet de compétition, et donc qui, à partir du moment où on les met dans une carrière, n'ont plus qu'une cesse, c'est de sortir et de quitter les premiers niveaux pour aller sur les niveaux galop 6 et 7. Alors que dans l'action pédagogique, on se rend compte que ces galop 6 et 7 sont quasiment les plus faciles puisqu'on est sur un niveau presque comparable, presque plus comparable. Mais cette compétence d'animateur, elle est à revaloriser. Ça faisait notamment l'objet d'un des points du séminaire animateur qui avait lieu il n'y a pas longtemps.
C'est une vraie réflexion. J'ai pas de bonne réponse simple à apporter, mais ça passe par la valorisation de la compétence d'animateur, parce que tout ce dont on a parlé, l'accueil, mettre à l'aise, etc., démarrer, on est vraiment sur des compétences d'animateur qu'il faut valoriser et encourager. Et augmenter le volume de personnes formées pour que le recrutement soit moins un problème. Moi, je souhaitais rebondir à la question de Sophie, à votre réponse là, sur l'accompagnement des professionnels. Voilà, on fait des constats identiques sur cette nécessaire adaptation des structures, notamment enfin, voilà, sur le fait qu'il c'est plus possible aujourd'hui d'avoir une offre standardisée. On a déployé ce réseau de référence au sein duquel on travaille, qui propose des outils, les interventions de ce matin, où on témoigne de formations auprès de structures qui font part de leurs difficultés et qu'on essaye d'accompagner. La fédération, vous travaillez de votre côté. Est-ce qu'à un moment, il n'y a pas nécessité de travailler ensemble, parce qu'on court enfin, pour moi, on court vers le même objectif. Et j'évoquais ce matin notre difficulté au sein des chambres d'agriculture, avec une place difficile, enfin une lisibilité difficile de notre part, parce que les structures nous connaissent peu. Et donc voilà, je tends la perche en disant que est-ce que la Fédé peut renvoyer vers nous, parce qu'on a des outils pour accompagner ces structures-là, quoi, très clairement. Alors bien volontiers, on renvoie vers toute perspective. Enfin, je veux dire, j'ai été très sensible justement à l'intervention de ce matin. Et on en discutait avec ma collaboratrice. On a un congrès des jeunes dirigeants en programmation, et c'est vraiment un discours qu'ils ont besoin d'entendre. Donc oui, toute convergence. Aujourd'hui, on a un système de formation qui est déployé sur tous les sujets, des formations à la fois techniques, mais aussi des formations sur d'autres sujets, le management, la communication, la gestion, avec des intervenants qui interviennent, voilà. Des intervenants qui interviennent un peu partout en région, et plus ce réseau d'intervenants identifiés comme référents sera dense, plus l'action de formation sera facile à conduire, donc aucun problème. J'ai invité tous les centres équestres sur 2 départements, l'Allier et le Puy-de-Dôme. J'ai associé les structures professionnelles de la filière à cette formation. 6 participants. Pour illustrer votre propos, on organise... Ça leur coûte rien. Enfin, la participation est gratuite. Pour illustrer votre propos, on organise des conférences et des séminaires, alors de manière relativement régulière, où on invite l'ensemble des clubs de France à venir participer. Ils sont au bas mot 6 000, 9 000 si on prend les associations. Et au final, ils sont 200 dans ces réunions-là. Enfin, je vois des représentants de comités régionaux qui ont les mêmes problématiques. Ça, c'est une problématique transversale de notre univers. Encore une fois, ce sont des ETP. Ils n'ont pas forcément la culture de la formation professionnelle continue. C'est des choses qu'il faut amener à changer. J'ai pas de solution miracle. J'ai pas de solution miracle pour ça, mais les sensibiliser d'une manière transversale à la formation professionnelle continue, pour les dire qu'on a aujourd'hui des outils pour les accompagner au quotidien, c'est sûr que c'est une nécessité. Après, on va payer. Voilà. Je rebondis juste là-dessus, parce que Guillaume, qui est dans la salle, a restitué les résultats justement à des centres équestres. Et on a parlé du coût de production et du travail qu'on faisait. On a un exploitant, enfin un dirigeant de centre équestre de Bordeaux. On lui a dit voilà, on fait ces formations-là et on n'arrive pas à recruter. Il nous a dit, il nous faut au moins 6 personnes dans la formation. Une semaine après, il nous avait réuni 6 personnes. Donc que le discours des pairs est en fait... Non, mais ça fonctionne et il y a une prise de conscience. Et en plus, on a une transition générationnelle actuellement, où la prise de conscience me paraît quand même plutôt dans une dynamique positive.
je suis à la dispo de tout le monde après si besoin, et on passe à la suite.